Bonjour. Bonjour, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir dans le cadre du Festival des cinémas d'Afrique Aïssa Maïga, actrice célèbre, on va dire, qui nous fait l'honneur, le plaisir d'être avec nous aujourd'hui et avec qui nous avons programmé un grand entretien. Alors qu'est-ce que c'est qu'un grand entretien? On va laisser ça très libre, mais en tout cas prendre le temps de revenir un petit peu sur le parcours d'Aïssa et peut-être de se poser un certain nombre de questions en lien avec l'actualité d'Aïssa, c'est-à-dire des documentaires que nous passons également au festival. Donc programmation de Regard Noir et programmation de Marcher sur l'eau, qui donc correspondent à un engagement aujourd'hui. On ne va pas faire le repal du passé forcément, mais plutôt de le regarder avec la nécessité de se dire le passé éclaire le présent. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit peu de temps quand même pour revenir sur ton parcours, mais en même temps en essayant de resituer les choses aujourd'hui, dans l'ici et maintenant. Et pour commencer, c'est l'enfance. Et si c'est intéressant de revenir un petit peu sur la question de l'enfance, c'est que ton engagement aujourd'hui pour la diversité, on a l'impression qu'il puise véritablement sur cette expérience de l'hybridité qui est dans tes origines diverses et qui t'a véritablement un vécu d'entrée qui, j'imagine, débouche sur une nécessité. Mon enfance, elle a démarré au Sénégal. Je m'en souviens pas bien parce qu'à l'âge de 4 ans et demi, je suis arrivée en France. Évidemment, ça a déterminé beaucoup de choses par la suite. Tout de suite, je pense que j'ai été confrontée à la question de l'altérité. Je me souviens, ce sont des souvenirs assez flous, mais je me souviens du fait que je ne comprenais pas cette nouvelle langue, le français, ma langue maternelle étant le wolof. Je me souviens du fait que mon père n'étant pas wolof et ma mère étant restée au Sénégal, personne n'a pris le relais de cette langue, mais je me souviens aussi que très vite c'est devenu ma langue. Mais les choses n'allaient pas de soi. Je savais qu'il y avait des endroits dans le monde où les gens parlaient d'autres langues et que aussi les langues se perdent très très vite. Cette hybridation, elle a eu lieu aussi du fait du voisinage, notamment du fait de cette rencontre qui a eu une empreinte très très forte sur moi, sur mon rapport au monde, mon psychisme, avec cette dame, Madame Gano, qui était une vieille dame dans le quartier qui a jeté son dévolu sur moi. Et cette femme, je ne savais pas ce que ça voulait dire à l'époque, était une Française d'Indochine. Et donc, tout chez elle rappelait ça, cette enfance qu'elle avait dû quitter de façon assez abrupte. Donc, c'était manger de la cuisine vietnamienne qu'elle préparait d'ailleurs, avec des baguettes. On mangeait avec des baguettes. C'était manger du mafé à midi à la maison et puis un riz cantonné le soir chez cette dame. Enfin, il y a eu une variété de choses comme ça qui se sont entremêlées. Le rapport à la religion aussi. Cette dame était une fervente catholique. Mon père était un fervent athée, ce qu'il ne revendiquait pas non plus à tout bout de champ, hein, mais il était marxiste, donc plutôt éloigné de la chose religieuse, en tout cas du côté dogmatique. Et puis l'hybridation, ça a été d'aller à l'école de la République et de rencontrer des enseignants, tous mes camarades, voilà, et un rapport au monde qui était très ouvert aussi. Je me souviens très bien du choc c'était en CE2, dans une salle municipale, une exposition avec les corps décharnés dans les camps nazis. Ça aussi, je crois que ça crée une forme d'hybridation. Ce n'était pas le monde d'où je venais, mais très vite, ça a fait partie de ma culture. Et l'hybridation, ça a été aussi de retourner en vacances au Mali,
au nord du Mali, dans un endroit que j'avais beaucoup de mal à décrire ensuite à mes camarades quand je rentrais en France, et vice-versa. Et, voilà, tout ça s'est joué sur 3 ans, à partir, même pas, 2 ans, entre mes 4 ans et demi et la première fois où je suis allée au Mali, j'avais 6 ans, je suis restée quelques mois. Enfin, je pense que très très vite, ça a marqué quelque chose, parce que je me rendais bien compte que les mondes ne se rencontraient pas forcément. Et moi, j'étais déplacée d'un monde à l'autre, d'un espace à l'autre. Et je me rendais compte aussi d'une chose, et ça, je me sentais un peu impuissante, ça m'énervait. Je me rendais compte du regard qui était posé sur les autres. Et typiquement, à travers un truc très très simple qui est l'hygiène. Je me rendais bien compte, parce que je l'entendais, que les autres, les blancs, pensaient que les noirs étaient sales. Et puis chez moi, quand je ne voulais pas me laver, mon père me disait « tu veux être sale comme les blancs ». C'était du 3e degré dans sa bouche, mais il le disait quand même. Et dans ma tête d'enfant comme ça créait des petits conflits en fait, des petits conflits de loyauté, parce que quand on appartient à 2 mondes, c'est surtout qu'en réalité on a des attachements dans ces mondes divers. Et je pense que tout ça et beaucoup d'autres choses, ça a conditionné mon rapport au monde et un sentiment d'appartenance multiple. Et ça, c'était l'enfance à Fresnes, donc. Tout à fait. Oui. Et donc, c'est grand-mère d'adoption, vietnamienne. Et puis, française d'Indochine. Française d'Indochine, voilà. et puis Oumba, donc la grand-mère. Ouais, c'était ma grand-mère Peul, la mère de mon père. Qui va motiver le film Marcher sur l'eau ensuite, quoi. Oui, entre autres, parce que donc ma grand-mère, les gens l'appelaient la maman universelle, parce c'était vraiment la matriarche en fait. Elle avait un très fort tempérament. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui a dû dissuader mon grand-père de prendre une 2e épouse, alors qu'il aurait pu le faire. Enfin, c'était toléré. La polygamie n'était pas extrêmement répandue chez les Songhai, en tout cas dans mon enfance, mais je pense que cette femme a imposé un respect, quelque chose de l'ordre de l'autorité naturelle. Elle était très aimante, mais c'était vraiment la gardienne du temple, donc ça pouvait la rendre assez dure. Moi, j'ai échappé à sa dureté, j'étais pas là assez souvent, mais j'ai entendu quelques histoires, voilà. Et cette figure-là, elle a été très importante aussi parce qu'elle était une étrangère d'une certaine façon. Dans une communauté Songhai, qui est l'ethnie de mon grand-père, elle était la Peul, et c'était la seule Peul, hein. Les autres étaient tous et toutes des Songhai. Et elle avait un statut particulier avec tout ça. Et je m'en suis rendu compte, il y a très longtemps, mais c'est vrai que quand on m'a proposé de réaliser ce film, Marcher sur l'eau, la question de mes connexions à cette histoire s'est posée. D'abord, parce qu'il fallait que moi-même je me valide, que je me sente légitime à raconter cette histoire et que je trouve le chemin, la porte d'entrée, le point de vue. Et ma grand-mère a été, alors qu'elle est décédée il y a maintenant 15 ans ou 20 ans, elle a été là d'une façon assez entêtante. Et je crois que c'est d'abord ce qui m'a donné envie d'aller tourner dans un village Peul Wodabé, même si les Wodabés sont une minorité au sein du grand groupe Peul qui est composé de 40 millions de personnes quand même. Mais parce qu'il y a les choses visibles et puis il y a l'invisible, c'est-à-dire qu'il y a, je dirais, le rationnel et puis le psychisme, enfin la psyché. Et parmi les choses un peu concrètes, il y avait l'envie en tant que citoyenne de faire ma part, mais modestement, parce que sur la question environnementale, je suis loin d'être une experte ni un modèle. Et puis, faire ma part, c'était aussi donner à voir l'humanité de personnes qui sont effacées et qui sont des sans-voix. Les Peul Wodabé ont vraiment un statut de paria dans certains endroits. Ils sont en déconnexion avec le monde qu'ils ont toujours connu parce que l'enracinement forcé, la sédentarisation forcée les éloigne de leur culture, en fait, tout simplement.
Et j'ai eu le sentiment que je pouvais approcher ça, bien que moi j'ai grandi d'abord à Fresnes et puis ensuite très longtemps à Paris. Voilà, j'ai jamais gardé les vaches comme certains de mes oncles et tantes. J'ai jamais vécu, à part des vacances qui parfois étaient longues, hein, de plusieurs mois, mais parce que mon père a hésité plus d'une fois à me laisser là-bas. Mais, mais je dirais heureusement quand même, j'ai pas eu à grandir au village, ça m'a jamais fasciné. J'aimais bien porter un seau sur ma tête avec mes cousines et mes tantes pour aller, quand on faisait les allées-venues au puits, montrer à tout le monde que je savais marcher sans tenir le seau sur la tête. Enfin, ça me donnait l'impression de faire partie d'eux, mais j'aimais bien mon monde ici. Et en fait, voilà, je pense qu'il y a, au-delà de ces choses qui sont à la fois anecdotiques, mais en même temps très profondes, en acceptant ce film, j'allais à la conquête d'un monde je ne parle pas du territoire, hein, mais de la question environnementale, à la conquête de connaissances, de notions que j'ignorais jusque-là. Et j'allais également à la rencontre de ce monde perdu de l'enfance, de toutes mes sensations, d'un monde perdu aussi du fait que mon père est mort très jeune et que c'était lui le véritable pont. Il était très jeune, il avait 33 ans et moi j'en avais 8. Et donc il y a, je pense, un voyage que je m'apprêtais à faire parce que j'ai eu des réminiscences tout le temps. Et pourtant, ce n'est pas un monde, encore une fois, dans lequel j'ai grandi, mais ça a été une connexion extrêmement forte aux souvenirs, aux sensations. Et j'ai vraiment tenu à m'en servir pour restituer au mieux ce que je voyais, c'est-à-dire la vie de ces personnes qui aujourd'hui, dans les années 2020, sont contraintes de consacrer une part énorme de leur temps à la quête pour l'eau. Donc les morts ne sont pas morts, comme disait Birago Diop. Et tu évoquais ton père, alors effectivement, perdu très tôt. Je me souviens qu'en 2019, au FESPACO, il y avait un colloque où tu es intervenu et en début de colloque, tu avais évoqué ton père aussi, parce qu'il était sankariste. Donc il y a quelque chose d'un peu trouble dans l'histoire de ton père. Là, on ne sait pas très bien qu'est-ce qui s'est passé, comment il est mort, mais en tout cas, il y a quelque chose de politique là-dedans. Sa démarche était éminemment politique. C'est vraiment un enfant des utopies. Il est né en 1950 dans le nord du Mali. Son père, mon grand-père, avait eu des déboires avec l'autorité coloniale en ce qui concerne l'impôt colonial. Et les problèmes qu'il a eus avec l'administration coloniale française de l'époque l'ont poussé à fuir et à partir en transhumance avec la famille de sa femme qui était Peul. Et ça lui a permis d'échapper sans doute à la prison. Je n'ai pas les contours exacts de cette histoire, mais schématiquement c'est ça. Et à chaque fois que j'ai posé la question, je suis retombée à peu près sur ce récit-là. Et en fait, ça, je pense que ça a conditionné le rapport que mon père a eu à sa terre, parce qu'il est né dans une communauté qui était pourtant sédentaire, Sonrail, mais très vite, très tôt, hein, il avait, je sais pas, 1 an, 2 ans, il s'est retrouvé pendant plusieurs années avec sa mère ses tantes et oncles maternels. Il parlait le fulfulde, la langue peul, et il était du coup très attaché à cette appartenance à la fois Sonrail et peul. Et mon grand-père a choisi quand même, malgré tout, d'envoyer ses enfants à l'école des Blancs. Les gens qui avaient... Mon grand-père était assez riche dans ce contexte-là, avec des terres, avec un troupeau colossal. Et donc, les gens de son rang n'envoyaient pas leurs enfants à l'école des dominateurs. Et il a choisi d'envoyer ses filles et ses garçons dans les années 50 à l'école. C'était quelqu'un qui était très moderne, qui avait un goût pour tout ce qui était technologique. Enfin, c'était vraiment un personnage que j'aurais adoré connaître et qui est mort avant ma naissance. Et il avait une grande exigence vis-à-vis de ses enfants. Et c'est comme ça que mon père a pu finalement faire des études supérieures et choisir de devenir journaliste.
Et c'était un journaliste qui écrivait sur toutes sortes de sujets, mais qui avait un goût quand même prononcé pour les révolutions en général et en particulier les révolutions sur le continent africain. Et c'est à la fin des années 70 qu'il a fait la rencontre de Thomas Sankara, qui à l'époque était déjà une voix, mais qui n'était pas encore évidemment au pouvoir. Et ils ont œuvré à une révolution qui leur semblait extrêmement nécessaire pour restaurer la dignité des peuples africains, et en l'occurrence en Haute-Volta, qui deviendra le Burkina Faso, pour interroger et améliorer la place des femmes dans la société, pour préserver l'environnement. Bon, ce n'est pas une révolution qui a été parfaite, je ne sais pas s'il n'y en a jamais eu, mais en tout cas, elle était portée par des idéaux profondément humanistes. Et mon père est mort donc le 1er janvier 1984, sachant que Sankara est arrivé au pouvoir en août 83. Donc mon père n'aura finalement pas vraiment connu les effets de la révolution, mais ils ont eu un rapport fraternel, un rapport très, très fort avec Thomas Sankara. Et le jour de sa mort, Sankara est venu dans cette maison où mon père mangeait avec des amis et où manifestement il a été empoisonné. Et Sankara a débarqué très rapidement. C'est mon oncle qui raconte ça, c'est le petit frère de mon père. Mon père est allongé. Sankara se met... J'ai jamais raconté ça. Mon père est allongé comme ça, il y a sa tête ici, et Sankara se met là, fait un salut militaire et dire que je n'ai rien fait pour lui. Est-ce que l'engagement que tu portes aujourd'hui plonge dans ce vécu, dans ce souvenir, dans cette histoire des morts qui ne sont pas morts, quoi? Oui, je voulais juste faire une parenthèse, c'est qu'une chanson est née de ça, et je n'en ai eu la connaissance il y a seulement 4 ans, je crois. Un rappeur français qui s'appelle Rossé, que je ne connaissais pas, enfin je connaissais de nom comme ça, me contacte par mail et me dit voilà, je m'appelle Rossé, je me permets de vous contacter parce que dans le cadre d'un album, dans lequel je réunis un album musical, dans lequel je réunis des chansons de lutte anticoloniale ou de luttes ouvrières, on m'a fait écouter ce morceau dédicacé à la mémoire qui a été même conçu à la mémoire de votre père. Est-ce que je peux me permettre de vous l'envoyer? J'ai halluciné. Il me l'a envoyé. Je n'ai jamais autant pleuré de ma vie. La chanson est magnifique. Elle est chantée par les colombes de la Révolution. Et c'est Sankara qui a demandé à cet orchestre, dans un geste symbolique, poétique, de composer, d'écrire et de chanter cette chanson qui porte le titre « Hommage à Mohamed Maïga ». Si on continue un petit peu dans le parcours, tu as une expérience qui te permet, avec une prof de français, de théâtre donc, de te poser la question d'être comédienne, d'être actrice. Et comment ça s'est passé? Parce qu'on en parle beaucoup à ce festival, la question du déclic. Comme il y a beaucoup de scolaires qui viennent, qu'on est très actifs un peu auprès du jeune public, et face au poids énorme des images hollywoodiennes et autres, enfin ce cas de la structure dominante, les films d'Afrique apparaissent comme des petites choses à côté. Et en même temps, on a une sorte de conviction qu'arrive un moment dans la vie où on fait des rencontres avec des œuvres d'art, ça peut être du cinéma, ça peut être autre chose, qui font qu'il y a quelque chose qui se déclenche, quoi. Et que le plaisir de consommer laisse un petit peu la place au plaisir de comprendre. Et on a, en lisant un petit peu les éléments de biographie que j'ai pu trouver par-ci par-là, pour préparer notre entretien, j'ai eu l'impression qu'il y avait ça chez toi, c'est-à-dire une sorte de déclic qui a été à la fois cette prof de français et puis le voyage au Zimbabwe.
Oui, Madame Faye, que maintenant j'appelle Daisy depuis longtemps, c'était ma prof de français en 6e ou 5e. J'habitais à ce moment-là à Paris, dans le 12e, et j'étais dans un collège très, très mélangé, avec une ambiance assez chouette. Mais bon, tous les profs n'étaient pas toujours aussi lumineux qu'elle, pour en parler rapidement. Et cette prof avait un goût de français, avait un goût très prononcé pour les pièces de théâtre qu'elle nous faisait lire et interpréter en classe. Puis très rapidement, j'étais alors en 4e, elle a décidé d'arrêter d'enseigner. Elle a écrit en une nuit un conte de fées musical et en 2 mois ou 3 mois, elle avait monté tout le projet en me proposant d'être une petite fleur sur la planète Amour. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur les planches dans divers théâtres parisiens. Et ça, évidemment, ça a été un tournant. D'abord, j'ai eu la sensation de connaître vraiment ce qu'était la peur, notamment le jour de la première. Et ce qui était aussi la lâcheté, parce que j'avais juste envie de fuir. Ceci expliquant cela. Et je me suis sentie... au départ, on ne comprend pas bien ce qui se passe, mais c'est une forme de révélation un peu... mystérieuse, voire mystique, parce que je me sentais tout simplement à ma place, dans un endroit qui est celui de la représentation, parce que je pense qu'au fond, j'avais le sentiment que c'était un endroit de paix, un endroit dans lequel on pouvait arrêter le monde et tout son chaos, tout son bruit, et décider de l'organiser d'une certaine façon, avec un récit, avec des personnages, avec une scénographie, avec cette connivence, ce rendez-vous entre ce qui se passe sur scène et le public. Et j'adorais ça. Pour moi, c'était de l'ordre de l'expérience du sacré. Et donc, j'ai commencé à prendre des cours, voilà. Et puis, quelques années après, j'ai fini par assumer mon désir de devenir actrice. Et je l'ai annoncé courageusement à mon oncle devant le Minitel quand il est venu vérifier, après que j'ai eu le bac, que je m'inscrivais bien en fac de sociologie et d'histoire. Et je venais d'écrire Art du spectacle Paris 8. Voilà. Et comment ça s'est résolu? Eh ben, il m'a regardé comme ça. Et moi, j'étais assise par terre dans ma chambre avec le Minitel. Il m'a juste regardé. Il y a eu un moment suspendu. Mais mon oncle était... Bon, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est un économiste, quelqu'un de très rigoureux, à tout point de vue, mais pas intrusif. Il était exigeant, mais pas intrusif. Et donc, il a fermé la porte et puis il est parti. C'est réglé. Voilà. Non, je n'ai pas eu à me battre contre les miens pour imposer mes choix, quels qu'ils soient d'ailleurs dans ma vie. J'ai eu beaucoup de chance de ce point de vue-là. Alors il y a une autre chance, c'est le fait d'aller au Zimbabwe, donc comme je le disais, pour un film qui s'appelle Le Royaume du Passage, d'Éric Clouet. Qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que là, il y a quelque chose du domaine du déclic aussi. Oui, la chance fait qu'un camarade de mon lycée voit un spectacle de danse dans lequel je jouais. Son père étant chorégraphe et cherchant à ce moment-là des actrices d'origine africaine ou danseuses. La rencontre se crée et puis je suis embarquée dans un projet qui est très hybride, très libre. C'est un film jazz quoi, qui emprunte vraiment des formes différentes pour créer un récit, d'ailleurs pas toujours explicatif, mais très sensible et dans lequel le continent africain est au centre. Le continent africain et son histoire. Et je me retrouve donc au Zimbabwe. Donc j'avais un peu trahi gentiment mon oncle en ne faisant pas sociaux et histoire, mais c'était quand même des matières, des disciplines qui m'intéressaient énormément. Et j'avais le sentiment qu'en étant actrice, je pourrais développer un point de vue sur la société et puis peut-être participer à créer modestement les conditions d'un changement. Voilà. Et un truc un peu idéaliste comme ça. Et au Zimbabwe, donc, quand j'y suis allée, j'avais 19 ans. Et une troupe d'acteurs qui avait à peu près mon âge m'a complètement éblouie. Enfin, ils étaient acteurs, ils faisaient des arts martiaux, ils chantaient, ils dansaient. Et ils vivaient, c'était comme une sorte de kibbutz.
C'était absolument fascinant. Il faisait du théâtre d'intervention, du théâtre des townships, sachant que la colonisation s'est arrêtée en 1981. J'avais 6 ans, eux aussi, donc ils se souvenaient très bien, ils avaient une mémoire très vive en fait, de la façon dont leur pays avait restauré une forme de liberté. Bon, après tout ça était vraiment à interroger, parce que l'époque Mugabe s'est quand même étendue pendant plusieurs décennies. Mais en tout cas, ils m'ont donné la sensation que ça, c'était quelque chose que je pouvais faire. Et je m'interrogeais pour savoir comment je pourrais faire du théâtre d'intervention en France, dans un contexte évidemment radicalement différent. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Voilà. D'accord. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, et là, tu as 19 ans, hein, donc c'est quand même très jeune, et là, tu décides véritablement, c'est ça ma direction. Est-ce que tu lâches la fac ou bien tu termines Oui, la je fac, lâche la fac et je oui. deviens serveuse comme tous les grands acteurs. Et surtout, je suis hyper angoissée à l'idée de ne jamais réussir, parce que je n'avais pas de filet. Enfin, je suis restée très peu à la fac parce que alors c'était passionnant, mais ça m'éloignait un peu de mon rêve de vraiment être actrice et non pas universitaire. Et bon, j'ai eu la chance de débouler sur des castings qui étaient rares, mais bon, voilà, j'ai eu de la chance, quoi. Et ça a démarré comme ça. J'ai décroché un rôle, puis 2, puis 3, et ça m'a donné le sentiment que j'allais évoluer, que les choses allaient se passer, vu que c'était en train d'advenir. Alors, dans Noir n'est pas mon métier, tu dis j'étais une constante miraculée. C'est-à-dire qu'il y a, on parlait de chance, tu as eu de la chance quelque part, tu as rencontré des personnes, etc., quoi. Oui, alors on ne se rencontrait pas beaucoup entre acteurs et actrices non blancs parce qu'on ne savait pas, enfin, c'était difficile d'identifier qui était qui dans un contexte où, enfin, maintenant on sait qu'avec les réseaux sociaux, on se connecte en 2 minutes 30, mais pour moi c'était une donnée importante parce que pendant un long moment, j'ai cru que les choses étaient de ma faute. Les choses étant pas de casting. Bon, bah, si tu n'as pas de casting, c'est que quelque part tu es mauvais, tu es mauvaise, les gens ne veulent pas te voir. Pas de. Que des rôles, enfin beaucoup de rôles de pute. J'ai bien dit pute, pas prostituée. Puis je m'interrogeais, je me demandais pourquoi tous ces scénaristes qui ne se connaissaient pas écrivaient toujours. Enfin, convoquaient toujours les mêmes figures. Bon, je me disais peut-être que c'est ce que tu évoques aux gens, je sais pas. Et en fait, le moment qui a été clé, c'est quand j'ai rencontré d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. Et qu'on a pu se dire, ah, mais toi aussi c'est pareil. Alors je pense à Nadège Bossondiagne, qui est actrice également, Mata Gabin ou d'autres que j'ai rencontrés vraiment à cette période-là. Et je me souviens de ces moments où on se croisait dans un des rares castings et puis on se disait, ah, mais t'es actrice aussi, ok, bon bah viens, on va boire un café. Et puis on se mettait à raconter les mêmes choses. Et c'est comme ça que j'ai compris, et j'avais 21 ans, qu'il y avait quelque chose de l'ordre du structurel quand même, que c'était pas juste anecdotique, c'était pas parce que 3 fois de suite seulement tu avais eu les mêmes sollicitations professionnelles que... je sais pas comment finir cette phrase, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et des fois, c'est la langue de Molière, bref. Et ça a été déterminant parce que ça m'a aidé Et puis, des rencontres aussi, des rencontres avec des auteurs. Je pense à Sylvie Chalaï et son livre qui, pour moi, était absolument fondateur, qui s'appelle « Du noir au nègre », qui était son travail de mémoire, je crois. C'est sa thèse. Ah, sa thèse, voilà. Qui est une visite assez, très documentée du théâtre français de 1550. Oui, ça remonte à ça, voilà, jusqu'aux années 60. Jusqu'au nègre de Jean voilà, Genet. jusqu'aux années 60. Et ça a complètement changé ma vision de ce problème de racisme, en fait, dans le cinéma français. Parce que ce que je m'étais toujours entendu dire, c'est « Bon, vous, les Noirs, vous venez d'arriver, vous n'êtes pas là depuis très longtemps, donc laissez-nous 2 secondes, le temps de nous habituer à vous et de vous proposer des rôles normaux. » Et dans le livre de Sylvie Chalaï, je découvre que non, les Noirs, depuis le XVIe siècle,
Et enfin, il y avait une présence, soit des Noirs eux-mêmes, soit de la représentation qu'on faisait des Noirs sur scène, et que c'était une chose qui était continue dans l'imaginaire français. Et ça a vraiment... Alors, dans mon esprit, le rapport de force a été modifié. Ce que j'ai découvert aussi, c'est que les endroits de représentation étaient des endroits que je connaissais. Le théâtre de la Porte Saint-Martin, le théâtre de la Renaissance, le théâtre de ceci, de cela, sur les grands boulevards, qui étaient des lieux où j'étais susceptible d'évoluer pour des rendez-vous, parfois même pour aller dans des castings. En fait, ça a créé une forme de mémoire que je pouvais opposer, de façon donc beaucoup plus sereine, un peu moins perso, que je pouvais opposer à ce qu'on m'indiquait comme étant de l'ordre de l'évidence. Un racisme évident qui est justifié par l'histoire avec un grand H et par les habitudes. Et alors, cette rencontre avec ce livre, cette rencontre avec d'autres personnes qui étaient bien plus avancées que moi sur cette réflexion, tout ça m'a aidé à m'extraire du problème et à le considérer comme une donnée sociologique et historique dans laquelle j'étais prise, mais dans laquelle je n'étais pas non plus enfermée. Parce que les outils cognitifs, les outils intellectuels aident tout simplement à mettre les choses à distance, et ça aide à vivre. Et c'est ça qui m'a sauvée au départ, je pense. Parce que, honnêtement, au départ, j'étais enragée. Je trouvais que c'était d'une injustice totale, que c'était absolument injustifiable, et je trouvais les réactions des gens dans le métier, quand j'osais leur en parler, proches du déni. Le problème, c'était la personne qui en parlait. Ce n'était pas cette donnée réelle. Et donc, ces livres, ces rencontres, ces échanges, ces discussions m'ont aidé à comprendre que c'était peut-être un long combat aussi, et à accepter cette dimension qui convoquait une part aussi de mon héritage, en termes de résistance à des choses qui nous semblent fondamentalement injustes. Et l'un dans l'autre t'ont aidé à ne pas envoyer tout balader et changer d'orientation, quoi. Oui, à ne pas changer d'orientation, à ne pas m'enfermer aussi dans une colère. Après, la colère, elle est revenue de temps en temps. Elle est revenue soit parce que je voyais des choses, j'étais témoin de choses qui étaient témoin direct, de choses qui me semblaient hallucinantes, soit, et ça donc c'est très récent, soit parce que le fait de décider à un moment de prendre la parole collectivement, parce que 25 ans quasiment, ou 20 ans à l'époque se sont passés, entre le moment où je découvre les premiers castings et puis 2018 où j'initie un livre qui s'appelle donc Noir n'est pas mon métier, 20 ans se passent. 20 ans au cours desquels on nous demande d'être patient, et 20 ans, c'est quand même... c'est une génération qui se déroule. 20 ans, ce sont beaucoup d'êtres qui pètent les plombs, parce que les espaces pour parler de ça sont trop réduits. Même les espaces privés, les espaces thérapeutiques privés ne sont pas toujours à même d'accueillir cette parole-là. 20 ans, c'est long également parce qu'il y a une précarité qui s'installe chez beaucoup de personnes qui n'ont aucun débouché. 20 ans, c'est aussi un temps qui permet d'être à un poste d'observation suffisamment longuement pour pouvoir taper du poing sur la table. Et ce qui m'a vraiment déclenché sur ces questions-là, c'est finalement des choses qui parfois étaient périphériques, comme l'élection de Donald Trump et cette vision assez extraordinaire de toutes ces femmes réunies à Washington, qui étaient venues de tous les États-Unis, des femmes très différentes les unes des autres, issues de milieux très divers, qui se sont réunies. Le déclenchement, c'est évidemment la déflagration MeToo, avec cette parole qui d'un seul coup explose à la face du monde et dénonce, en parlant de ce qui se passe dans le métier, des choses qui se passent dans la société entière en termes de maltraitance, de violence et autres
et autres voilà, points de suspension infligés aux femmes. Le déclenchement, c'est aussi le fait que pendant 15 ans, j'en ai parlé systématiquement. On s'était d'ailleurs vu en 2004, on avait abordé cette question. J'en parlais systématiquement. Bon, j'ai eu la chance de travailler avec des cinéastes vraiment puissants et puissantes et d'évoluer quand même positivement, de retrouver du souffle régulièrement, d'y croire et de me dire bon, tu as bien fait de refuser tel et tel rôle, tu as été récompensé, ta ténacité, ta pugnacité ont payé, ou bon, bah là, tu as accepté tel rôle, il y a un moment, bon voilà, tu as des enfants, il faut vivre, mais toutes ces rencontres avec des gens qui avaient une maîtrise incroyable de leur art m'ont nourri et m'ont permis aussi d'aiguiser mon regard et d'être capable de dire j'accepte ce rôle, mais je vous propose de réécrire ces scènes. Et bah, ça me confrontait aussi, parce qu'il y a la critique, et puis qu'est-ce qu'on est capable de proposer en dehors de ce qu'on dénonce. Et donc ça m'a vraiment forgé finalement. Et puis, voilà, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais quand tu fais référence à l'entretien qu'on avait en 2004, je me souviens que tu avais une position où tu disais je ne vais pas le faire agressif, quoi. Je veux dire, j'accepte la situation et je me bats, quoi. Voilà. C'était une position de battante, mais qui n'était pas dans l'agressivité. Et aujourd'hui, tu as quand même beaucoup plus d'agressivité, on va dire, dans la mesure où tu prends véritablement non seulement des positions publiques, que tu as organisé un petit peu aussi le fait de se regrouper, notamment avec toutes ces femmes qui écrivent dans Noir n'est pas mon métier, et où tu prends la parole au César, etc., avec des mots forts, quoi. Donc il y a une évolution où, à force de voir que rien ne change, on finit par passer à la révolution, quoi. Ou alors, je n'ai pas cette prétention. Oui. C'est une formule de style. Je dirais que pendant 15 ans, j'ai vraiment pris la parole sur ce sujet, avec des fois l'envie d'être plus cash, et puis l'envie de parfois être plus dans la pédagogie, dans la patience, etc. Ça m'a usée. Ça m'a usée, et puis je voyais bien que mes camarades blanches, pour celles en tout cas qui travaillaient, c'est pas une question de notoriété, mais à évolution égale à peu près dans le métier, étaient dans une forme d'épanouissement. Plus elles avaient des rôles, plus elles étaient légitimes, plus elles étaient interviewées, interrogées dans la maîtrise, dans la pratique de leur art, plus elles étaient mises en valeur. Moi, je devais galérer pour avoir un article comme ça, parce que je savais que c'était très important, au-delà de ce qu'on fabrique, d'être capable d'en parler et que ça se voit, parce que c'est ce qui relance la machine, ce qui vous donne aussi l'occasion d'être vu, ce qui fait que des gens vont derrière penser à vous. Et je voyais bien qu'il y avait une part de labeur qui m'était imposée, parce que pour moi, c'était beaucoup plus difficile. C'était beaucoup plus difficile d'accéder à des rôles qui n'étaient pas stigmatisés, beaucoup plus difficile d'accéder à la promotion, tout simplement d'être invité dans une émission. Tout ça demandait une énergie, des moyens financiers aussi, pour non pas arroser les journalistes, mais pour payer une attachée de presse, peut-être là où d'autres n'avaient pas besoin de le faire à l'époque. Enfin voilà, je devais développer tout un tas de stratégies qui m'épuisaient mentalement. Et puis au bout de 15 ans à peu près, j'ai décidé de ne plus en parler. Et puis il fallait que je m'occupe de moi, que je pense certaines blessures. Et tout ça m'a pris de loin en loin 5 ans. Et j'étais toujours gênée de ne pas prendre la parole parce que je continue à avoir des dysfonctionnements. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai eu vraiment l'envie de prendre la parole collectivement, parce que je me suis dit, en fait, on est tous et toutes en train de s'époumoner. Pendant ce temps-là, il y a des choses qui se perpétuent. Certes, ça avance, notamment dans certains espaces très singuliers, type Canal+, et les humoristes, Noirs et Arabes, Jamel, Omar ou d'autres, qui ont pu accéder à une notoriété incroyable qui leur a permis ensuite d'accéder au cinéma et parfois même d'échapper à la possibilité de ne faire que des comédies. Mais j'avais le sentiment qu'on était un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que dans les espaces de pouvoir, dans les espaces de création,
derrière la caméra et même devant la caméra, c'était quand même extrêmement difficile pour l'ensemble. Et donc ces actions collectives, elles m'ont semblé être peut-être une des clés pour imposer une façon d'aborder ce problème de façon collective, en ayant une responsabilité collective dans le même temps. Et le livre Noir n'est pas mon métier a été, étonnamment je ne sais pas, mais un succès en librairie. Il l'est toujours. Hein. Il l'est toujours, oui, c'est vraiment il a été réédité en poche. Et on s'est rendu compte... N'hésitez pas. Pardon ? 6,20 €. Oui. N'hésitez pas, il est à la librairie. Merci. Et on s'est rendu compte de l'attrait du public pour ces questions-là et de la façon dont nos paroles cumulées, sans doute grâce notamment à MeToo et à tous les mouvements féministes et afroféministes également qui ont pris la parole avant nous, d'un seul coup, on a été véritablement entendu. Mais c'est un acte symbolique, ce n'est pas un acte qui change véritablement le système, donc ce n'est pas un acte révolutionnaire. Comment ça se passe pour toi, ou ça s'est passé pour toi parce que les acteurs, les actrices, quand il y a la promotion d'un film, ils font la promotion du film. Je veux dire, ils ne sont pas là pour casser du grain sur le film. Et donc, si tu as été amené dans ta carrière à accepter des rôles un petit peu limites par rapport à ce que tu aurais voulu, parce que bon, il faut quand même jouer et continuer sa carrière, comment ça se passe ensuite dans le rapport aux médias, etc. Je veux dire, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es senti vraiment mal de devoir défendre un film, un rôle sur lequel tu ne te sentais pas en phase? Non, parce que c'était une telle bataille pour moi d'être acceptée dans la promo que je ne le faisais que pour les films auxquels je tenais. Ça aurait été très compliqué en plus devoir déployer une énergie folle pour quelque chose que je n'aimais pas ou que je ne cautionnais pas. Mais ceci étant dit, je dirais que moi j'appartiens à une génération un peu de l'entre-deux. On n'est pas les féministes des années 60 et 70 qui ont fait un travail extraordinaire, qui d'ailleurs a été piétiné, ridiculisé, ringardisé, y compris auprès de ma génération. Et je ne fais pas partie non plus des toutes jeunes féministes d'aujourd'hui qui ont une caisse de résonance incroyable avec les réseaux sociaux, etc. Et je sens bien que mon regard a d'abord été capté par la chose liée au racisme. C'était vraiment l'endroit qui me semblait être le plus difficile à vivre. Et d'ailleurs, j'ai posé la question à toutes les actrices qui ont écrit le livre Noir n'est pas mon métier et qui sont dans le film Regard Noir, ce qui avait été le plus dur, le plus difficile pour elles. Est-ce que c'était le sexisme ou le racisme, ou est-ce que c'était les deux mêlés? Et elles ont toutes répondu, sauf une, que c'était le racisme. Parce qu'il y a une dimension... je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pas compris. Parce que les deux sont terribles au fond. Mais je pense qu'il y a une dimension de déni d'humanité dans le racisme qui est supérieure au déni d'humanité dans le sexisme. Et en le disant, je m'interroge. Honnêtement, j'ai pas la réponse à ça. Mais donc, toute l'énergie... Et de l'autre côté, il y a le patriarcat. Oui, c'est ça. Et parfois, c'est les deux. Enfin, souvent. C'est les deux, oui. Le colonial est souvent patriarcal. Voilà. C'est vrai. Et... je sais plus ce que je disais. Oui, mais cette question-là, oui, je sais. Oui, allez. En fait, je disais que peut-être ma génération a eu une tolérance au sexisme qu'on peut vraiment regarder aujourd'hui. Parce que je me souviens de plein d'endroits, de plein de moments où il y avait ces blagues, où il y avait ces comportements qui étaient associés, qui étaient vraiment sexistes, mais un sexisme crasseux, mais qui étaient tolérés. De telle sorte que quand une actrice comme moi ou d'autres prenait la parole pour dire stop, pour dire tu m'emmerdes, pour dire vous pouvez lui dire d'arrêter, on était le problème. J'ai le souvenir de énormément de moments comme ça, et je pense qu'à un certain endroit, on a aussi laissé certaines situations s'installer parce qu'on n'avait pas suffisamment de connaissances critiques sur ce sujet, c'était pas vulgarisé comme aujourd'hui, et en plus on nous faisait croire que nous,
on faisait partie de la génération qui avait bénéficié de l'aboutissement de ce que les luttes féministes avaient provoqué. Et pourtant, on était moins payés, moins considérés. Enfin, bon, je ne vais pas refaire toute la liste, tout le monde la connaît, mais je pense qu'on a laissé s'installer des choses qui étaient de l'ordre de l'inacceptable et qui aujourd'hui sont enfin véritablement et dans l'espace public interrogées. Mais je constate que dans le cas de beaucoup d'actrices de ma génération, il y a une forme de déni. Parce que c'est, je pense, très difficile de regarder le niveau d'aliénation dans lequel on a été. C'est humiliant, en fait. Et l'humiliation, je pense que c'est une des choses les plus difficiles pour les êtres humains à supporter. Oui, et c'est vrai que l'histoire noire est une histoire qui est difficile à porter. Je veux dire, il y a une honte qui est répercutée comme ça et prise comme une honte, quoi, par rapport au fait justement d'avoir été humilié et d'avoir dû le vivre. Mais cette perversité... Alors moi, je n'ai pas... comment dire je pense que c'est dû à l'héritage familial notamment. J'ai vraiment été élevée dans une sorte de chauvinisme. Les Sonrailles sont vraiment, mais tellement fiers d'être eux-mêmes. Mais on en rigole en famille, vraiment. Et en fait, cette chose qui est exacerbée a créé, je pense, un équilibre chez moi par rapport à toutes ces questions liées au racisme et à ce que ça peut provoquer d'humiliation. Je savais que j'étais fière d'être qui j'étais et que cette chose-là dépassait la couleur noire. C'est une question d'appartenance parce que les Sonrailles en Afrique ne se vivent pas comme spécialement noirs. Ils sont surtout Sonrailles. Et cette part identitaire-là, elle est composée de culture, de musique, de la langue, de nourriture, de tout un tas de choses qui sont tangibles et qui contrecarrent un petit peu le sentiment d'humiliation. Et donc, pour revenir sur la colère et l'impatience, sont des choses très... Comment dire ? C'est touchy. Parce qu'on considère d'abord déjà que les femmes n'ont pas à être en colère. Il faut qu'elles s'expriment avec douceur. On peut les piétiner, leur faire vivre un peu tout et n'importe quoi, mais il ne faudrait pas qu'il leur vienne à l'idée de taper du poing sur la table de façon un peu, je mets des guillemets, virile. Et dans le cas des femmes racisées, la question de la légitimité face à la colère est exacerbée parce que quand vous évoluez dans un endroit qui n'est pas un endroit où vos semblables peuvent réussir, on considère qu'on vous a vraiment donné une très grande chance. Donc si vous vous autorisez à émettre des critiques, là vous allez prendre très cher, mais vraiment très cher. Et ça je l'ai vu dans plein de moments. Il y a un moment en fait on te dit, tu dis merci et tu souris. Ne va pas nous parler de racisme. Tu as travaillé avec un tel. C'est comme s'il fallait te satisfaire de ta condition personnelle et oublier toute notion de critique du système ou de la structure qui provoque la perpétuation d'inégalités. Et j'ai mis du temps, en fait, je pense, à admettre que j'avais le droit d'être en colère. Dans un pays qui a des principes humanistes qui s'affichent dans le monde entier et qui ont construit en plus véritablement ce pays, même s'il n'a pas été co-construit par ses idéaux, ça fait vraiment partie de la nation française, l'idée des droits de l'homme, de l'égalité. Et donc j'ai à un certain moment admis l'idée que dans ce contexte, j'avais le droit totalement d'être en colère parce que ce que je vivais ou ce dont j'étais le témoin n'était pas en adéquation avec tous ces principes qui sont magnifiques. Cette question du racisme ordinaire, elle est, je veux dire, qu'on appelle le racisme ordinaire, c'est-à-dire les petites blagues de tous les jours mais qui font mal, et dont les gens ne se rendent même pas compte qu'ils font mal. C'est quelque chose qui s'est extrêmement banalisé, comme tu le disais, un peu au Café du Commerce, comme ça, dans les années 80-90, et sur lesquels on revient aujourd'hui d'une façon pas du tout réglée. Enfin, je veux dire, c'est très complexe. Est-ce que ce caractère systémique du racisme en France
est-ce que c'est quelque chose qui, selon toi, doit faire l'objet d'une analyse de la part de gens qui, comme toi, s'expriment, c'est-à-dire d'y aller véritablement dans l'expression des choses, ou bien est-ce qu'on laisse ça à des gens qui sont, on va dire, les spécialistes du sujet, enfin, je veux dire, qui travaillent là-dessus, qu'ils soient universitaires ou même journalistes, etc. C'est-à-dire, ma question, c'est un peu, est-ce que le discours que tu viens d'avoir, c'est-à-dire net, précis, etc., doit passer par des éléments d'analyse beaucoup plus structurés, quelque part? Oui, les études sur le sujet, pour moi, sont indispensables, y compris pour les gens comme moi qui sommes exposés ou en tout cas concernés, enfin, parce que je pense que tout le monde est concerné, donc c'est un peu con de le dire comme ça, mais je pense qu'on a besoin de nourriture aiguisée sur le sujet. On a besoin des études des universitaires notamment, des intellectuels sur le sujet. On a besoin d'avoir une action multidirectionnelle parce que c'est un sujet qui est ancré dans nos mémoires, ancré dans notre histoire, qui est ancré dans notre réalité quotidienne. Donc j'ai le sentiment qu'on a tellement à faire sur ce sujet qu'on a besoin de toutes les forces vives, des militants, comme des enseignants, comme des intellectuels ou des universitaires, et que les artistes ont aussi un rôle déterminant à jouer. Alors, on parlait de Sylvie Chalaï, justement, dans les universitaires. En pensant à Sylvie Chalaï, je pense à Kofi Koaoulé, parce que tu as joué Bintou, qui est une pièce magnifique. Qu'il a écrite, oui. Et qui est justement, ce qui pose un peu la question entre le cinéma et le théâtre. On a l'impression qu'au théâtre, les choses peuvent être éventuellement plus claires. C'est-à-dire que le système audiovisuel qui est une sorte de pouvoir financier, etc., est beaucoup moins fort dans le domaine du théâtre. Est-ce que je me trompe ou bien est-ce que c'est... Parce que tu as eu un certain nombre d'expériences théâtrales. Oui. Alors si je ne dois parler que de mon expérience, je dirais que la plupart des pièces qu'on m'a proposées sont des pièces nord-américaines, donc adaptées en français, dans lesquelles il y a un personnage de femme afro-américaine. C'était des très beaux rôles. Je suis heureuse de les avoir joués. C'était des belles pièces, contemporaines pour la plupart. Mais ça m'interroge quand même sur la récurrence de ces figures-là quand on me propose des rôles au théâtre. Après, je ne suis peut-être pas le bon exemple parce que mon parcours s'est surtout développé au cinéma et un peu à la télévision. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a eu ces dernières années quelques mouvements menés par des metteurs en scène comme Eva Doumbia, par exemple, qui se sont saisis de ce sujet-là au théâtre, du fait que les directeurs et directrices de théâtre, il n'y a pas beaucoup de métissage non plus à ce niveau-là, que monter certaines pièces hors des circuits réservés à un théâtre métissé, c'est très difficile. Voilà, je ne connais pas bien le sujet, mais ce que j'en vois de l'extérieur me laisse entrevoir une chose, c'est qu'il y a quand même une sorte de cousinage entre un milieu qui est, oui, structuré autour de la question de l'argent, qui est l'audiovisuel et le cinéma, et un milieu qui est peut-être qui est confronté aux questions d'argent, mais dans lequel les enjeux sont peut-être moins lourds, le théâtre, sur la question de la représentation des minorités. Et en lisant Noir est mon métier... Noir n'est pas. Oui. Noir n'est pas mon métier. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, il a dit noir est mon métier. Ah oui. C'est peut-être le vôtre, c'est pas le mien. Là, c'est la gaffe. Donc, on reprend. On coupe, on remonte. C'est dommage parce que c'est drôle. Oui, donc dans ce livre... Non, ce qui est frappant, c'est que
Je pense à Nadège Bousson-Diaye, par exemple, que tu citais, qui fait de la première intervention dans le film, dans le livre d'ailleurs. Et elle parle d'une première expérience où la question de la couleur de peau ne se posait pas. Et du coup, c'était merveilleux pour elle, quoi. Et à côté de ça, tu dis toi-même qu'au théâtre, par exemple, tu as joué des rôles de noire américaine, etc. C'est-à-dire, la question qui me traîne un peu dans la tête, c'est la question du colorblind. Hein. C'est-à-dire, est-ce que... d'être aveugle à la couleur. D'être aveugle à la couleur. Je traduis. Hein. Oui, oui. Je me permets. Absolument. Absolument. C'est-à-dire de pouvoir dire, on peut jouer n'importe quel rôle, quelle que soit la couleur de sa peau. Or, on est dans une société où la question de la couleur de peau reste quand même extrêmement importante. Hein. Je veux dire, elle définit les êtres, ce qui est l'objet de tout le combat qui est à mener. Et que la perspective que ça n'ait plus aucune importance est encore un peu lointaine. Et donc, comment ça se situe? Parce que c'est vrai que dans ce livre, on a une sorte d'espoir, comme ça, que la chose puisse s'évacuer peu à peu, quoi. Mais c'est un espoir qu'on sent être finalement assez lointain, quoi. C'est-à-dire que quand on joue un rôle quel qu'il soit, la couleur de la peau va intervenir sur le spectateur. Il voit qu'on est noir ou qu'on n'est pas noir. Et du coup, le message qui est associé ne va pas être le même. Alors, sur la question est-ce qu'il faut regarder la couleur ou pas, ça me renvoie à Peter Brook, qui faisait partie vraiment, quand j'ai commencé dans ce métier, des metteurs en scène de théâtre qui ont incarné l'aboutissement de ce que pouvait être la liberté au théâtre, notamment, alors s'il était extrêmement doué, mais notamment du fait de l'utilisation qu'il faisait des castings et des acteurs comme Yoshi Yoida, japonais, ou Sotugi Kouyaté, burkinabé, pouvaient jouer des frères et sœurs dans des Shakespeare ou autres pièces classiques. Et c'était tellement puissant, tellement évocateur qu'on n'oubliait pas totalement, mais on épousait en fait ce projet-là et on voyait surtout le lien entre deux personnes humaines qui étaient censées être frères et sœurs ou autres. Ça me faisait rêver et surtout ça illustrait ce que je disais, que c'était possible. Et ces pièces en plus marchaient très fort. La question des castings, aujourd'hui, elle se pose différemment dans les divers endroits. Par exemple, aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on a abordé avec Isabelle Simeoni dans le film Regard Noir. Aux États-Unis, c'est le marché qui a dicté une sorte de démocratisation des rôles. Parce que d'abord, les États-Unis ont commencé à devenir... les films et les séries ont commencé à devenir beaucoup plus rentables à l'étranger qu'aux États-Unis. Et pour être rentable partout, il fallait que le monde entier soit représenté, en tout cas toutes les couleurs de peau. Et donc les studios ont demandé aux agents, au casting, enfin à tout le monde, de faire des colorblind castings, des castings vraiment qui ne prenaient pas en compte la couleur des personnages, et de prendre les meilleurs acteurs et à l'arrivée d'avoir un casting mélangé. On se rend compte que c'est possible et que ça ne demande pas l'établissement de quotas, que les États-Unis ne pratiquent pas sur ces questions-là. Ça ne demande pas des moyens financiers extraordinaires, ça ne demande pas non plus une révolution culturelle inatteignable. Et en France, on se rend compte qu'on laisse une sorte de flou sur cette question-là. Il n'y a pas de prise de parole, même symbolique, très forte de la part des décideurs dans l'audiovisuel, qui consisterait à dire on va passer à l'étape suivante et on va essayer de faire en sorte de ne pas rougir des publications qui sont faites chaque année par le CSA, dans lesquelles il est dit très clairement, noir sur blanc, il suffit de savoir lire, que les rôles à caractère négatif sont en majeure partie donnés à des non-blancs, que quand ces rôles sont positifs, en général, c'est parce qu'il s'agit de séries américaines. Et donc cette surreprésentation des Noirs, des Arabes et des Asiatiques dans des rôles à caractère négatif,
on sait qu'elle a un impact sur la société, on sait que ça a un impact, que ça rejaillit partout. Parce que les images circulent tellement, elles pétrisent tellement nos imaginaires, que ça alimente la machine du racisme. Et ça, je ne le vois pas. Je ne vois pas ce genre de démarche courageuse, mais pas non plus révolutionnaire, tout simplement humaniste, humaniste, qui consisterait à dire, bon, voilà, notre secteur reproduit des inégalités et inspire des inégalités dans d'autres secteurs, et nous allons prendre en main courageusement ce sujet pour que devant la caméra, mais aussi dans les instances de décision, dans les endroits de création, on mélange systématiquement et on donne sa chance en fait à tout le monde, parce qu'il s'agit de ça à la fin. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce que j'ai oublié la question. Parce qu'en 2000, il y avait un colloque à l'Institut du monde arabe qui s'appelait Écran pâle, et qui était avec toutes les directions des télévisions françaises de l'époque. Et donc vraiment top niveau, quoi. Et tout le monde avait dit oui, on va faire attention, on va mettre plus de diversité, etc. Puis blablabla, c'était du blabla, quoi. Il ne s'est pas passé grand-chose, en dehors de quelques présentateurs, on va dire, alibi, quoi, qui ont marqué, mais qui ont servi d'alibi, quoi. Et donc on voit qu'il y a une sorte de reproduction du pareil au même, assez systématique, que les choses évoluent quand même extrêmement lentement, quoi. Et arrive une question, parce qu'il y a Black Lives Matter, il y a tous les mouvements MeToo, il y a tout ce que tu as initié avec tes collègues. Et donc arrive un moment où on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour faire changer les choses? Et est-ce qu'il y a des perspectives comme ça Je parlerai de révolution tout à l'heure, c'est autre chose, mais je veux dire, oui. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses évoluent vraiment, quoi? Il y a des espaces, notamment au sein du collectif 50-50, qui visent à favoriser la parité devant et derrière la caméra, pardon, en ce qui concerne les chefs de poste. Donc ce collectif a fait un travail dont je fais partie, mais à l'époque, je n'en faisais pas partie, donc j'en parle d'autant plus facilement que je n'ai aucun mérite dans cette histoire. Il y a 3 ans maintenant, ce collectif a réussi à mettre en place, en accord avec le CNC, un système de bonus financiers octroyés aux productions qui garantissent qu'il y aura au moins 30%, je crois, de femmes à des postes clés derrière la caméra et dans les endroits de production. Et ce bonus, il est quand même de 15% de ce que le CNC donne déjà au film. Donc ça peut être des sommes assez conséquentes. Et en fait, ce sont des endroits dans lesquels on discute beaucoup de la manière dont on peut impacter positivement notre secteur pour provoquer plus de diversité, en fait, pour que les accès aux opportunités soient les mêmes vraiment pour tout le monde. C'est une question qui divise très facilement parce que, évidemment, quand on parle de quotas, ça crispe pour des raisons historiques évidentes, liées au fichage de certaines populations. Se pose la question de savoir par quels moyens on va embaucher des gens, la question de savoir est-ce qu'on va embaucher quelqu'un d'incompétent parce que juste c'est une noire ou un noir à la place d'un ou d'une blanche qui a les mêmes compétences. Mais je crois qu'il y a quand même des exemples de choses qui ont marché dans ce pays, notamment, alors je rêvais de rencontrer ce monsieur, et il a eu la bonne idée de nous quitter il y a longtemps maintenant, c'est Richard Descoings, qui est l'ancien patron de Sciences Po. Et Richard Descoings a été un véritable, enfin pour moi c'était un héros. Et il a quand même réussi, dans un monde où les hautes écoles excluaient, étaient vraiment dans l'entre-soi. Pour les classes populaires, c'était extrêmement difficile d'intégrer ces écoles-là. Il a réussi à imposer l'idée que chaque année, un certain nombre d'étudiants ne passeraient pas par la case du concours parce que le concours était tellement codifié, il demandait pas seulement des connaissances scolaires, mais des connaissances qui se perpétuent au sein des familles qui sont très aisées. Donc par définition, les enfants des familles pauvres n'avaient pas accès à ces connaissances-là.
Et ces entrées, ce pourcentage d'entrées se faisait sur la base de l'excellence, sur la base des résultats scolaires. Et ça a quand même permis à un certain nombre de gens issus des quartiers populaires, parmi lesquels évidemment des gens qui n'étaient pas blancs, d'intégrer cette école et ensuite de bénéficier de tout ce que ça peut apporter en termes évidemment d'abord de diplôme, mais aussi de réseau et d'opportunités professionnelles. C'est un des rares exemples qui me vient là, mais il y a eu des expériences qui ont été faites, soit en France, soit ailleurs, qui permettent de penser cette question-là peut-être en dehors de la question seule des quotas. Parce que les quotas, pourquoi pas? Je veux dire, la parité, c'est un quota, ni plus ni moins. Si cette question crispe trop, parce qu'on a peur qu'elle divise la société française, dans laquelle, c'est vrai, il y a déjà des tensions importantes sur la question de... je ne sais pas comment dire, tous les mots sont piégeux, mais bon, de l'identité, je sais que ce n'est pas le bon mot, mais bon, il faut bien finir cette phrase. Et voilà, si ça crispe, peut-être qu'il faut, entre autres choses, discuter des quotas, mais discuter de tout ce qu'on peut déployer, de l'intelligence à la fois créative et d'intelligence collective pour créer un modèle qui ressemble vraiment à la France, dans les idéaux qu'elle défend et dans sa composition démographique. Les cinéastes s'étaient battus, par exemple au Fonds Sud, pour être représentés, c'est-à-dire qu'il y ait alors une sorte de type de parité comme ça entre des représentants africains ou européens, ce qui n'était pas le cas avant. Et la question qui s'est posée aussi, c'est dans l'audiovisuel, est-ce que dans les commissions, les imaginaires d'autres cultures puissent être représentés aussi, c'est-à-dire qu'il y ait des personnes qui les représentent, quoi. Parce que les commissions ou les lieux de décision où on adopte tel scénario, etc., on va accorder tel financement, c'est là où ça se décide finalement, quoi. Oui, alors là on vient de m'appeler typiquement pour faire partie du fonds Images de la diversité, qui est un des fonds, un des guichets du CNC, qui est dédié aux projets qui mettent en valeur une certaine diversité française, etc. C'est très important, je pense, d'y être, mais peut-être que ma place pourrait être dans un autre guichet. Parce que finalement, est-ce qu'il faut développer de la diversité dans des îlots très restreints, sachant qu'en plus, après c'est un peu technique, mais ce fonds est conditionné. Alors peut-être que ça a changé et que là je suis en train de vraiment avoir tort et d'être dans une pente hyper glissante, mais en tout cas jusque très récemment, ce fonds était accessible uniquement si on avait déjà eu un autre fonds du CNC. Donc si on était déjà passé par un autre filtre dans lequel la question de la diversité ne se posait pas du tout. Donc peut-être que l'idée c'est plus de d'étendre, de déployer l'idée de la diversité partout, dans tout le tissu, plutôt que de se cantonner à certains espaces qui ont vraiment lieu d'être, qui ont une nécessité, mais qui ne sont peut-être pas les endroits où on change complètement la donne. Oui, c'est vrai que c'est un fonds qu'on Puis à la tête du CNC, pardon, mais on peut interroger ça aussi. Qui est dans le top 3 du CNC, même top 5? Voyons les choses un peu largement et puis regardons si... Parce que oui, il y a la question du choix des projets qui se discutent au sein de ces commissions, mais il y a aussi la question de la politique générale qui est insufflée. Voilà, on est dans un pays qui est très vertical, qui vient d'en haut en général. Oui, tout à fait. Peut-être que vous avez envie de réagir et de poser des questions à Aïssa. Il y a certainement un micro à disposition. Oui, monsieur. Oui. Oui. Sur la question que vous avez évoquée sur la place des Noirs ou des Arabes, éventuellement dans le cinéma, je voudrais signaler l'expérience très intéressante qui est passée à la télévision il n'y a pas longtemps, c'est Germinal, où il y a un acteur noir et un acteur arabe qui ont un rôle très important dans l'histoire, alors que je pense qu'ils n'étaient pas prévus par Zola au départ dans l'histoire originale. Et c'est vrai que quand on le voit la première fois, ça interroge. Puis on se dit finalement, c'est peut-être pas plus fou que de faire une histoire de Jésus-Christ blond aux yeux bleus, par exemple. Voilà.
Sinon, j'avais des questions à vous poser sur le magnifique film que j'ai vu hier soir, Marcher sur l'eau, sur comment vous avez vu la place des femmes parmi les peuls que vous avez filmés dans ce film-là. D'après ce que j'avais connu de ce groupe ethnique, les femmes ce sont les femmes qui choisissent leurs hommes dans une fête qui est absolument extraordinaire qui s'appelle le Guéréwol. Et donc ça leur donne un pouvoir très important. Je voulais savoir si, dans ce que vous avez vécu au cours de ce film, vous avez vu les femmes prendre la parole, imposer des points de vue aux hommes, même si on voyait surtout le grand chef qui organisait les débats et qui faisait la synthèse. Mais quel était le poids des femmes justement dans la décision, dans la culture, etc. Et une autre question aussi qui est un petit peu liée aussi, c'est le lien avec la religion. C'est-à-dire que dans votre film, on voit le maître d'école Aoussa qui fait sa prière, on voit aussi les techniciens du forage qui font leur prière, mais à aucun moment on ne voit des membres de Peul faire une quelconque pratique religieuse, sauf peut-être porter des amulettes à certains moments, mais c'est tout. Donc je voulais savoir si c'était un choix du film ou est-ce que c'est lié à une façon de vivre tout à fait particulière la religion, puisque la référence à Dieu est constante dans les discours. Que Dieu te protège, j'espère que Dieu te ramènera dans le village, etc. Mais est-ce que c'est aussi dans les pratiques? Voilà, ça m'intéresse. Lorsque j'ai eu la proposition de faire ce film, j'ai choisi le Niger parce que j'avais envie de travailler d'être au contact d'une communauté Peul. Et on m'avait également dit que les femmes Wodabé, dans un contexte de sédentarisation forcée du fait du réchauffement climatique, étaient amenées à faire des exodes assez réguliers en direction des pays riches de la sous-région et qu'elles étaient vraiment des piliers économiques dans leur communauté. Ensuite, lorsque je suis arrivée, j'ai découvert donc d'abord des personnes et des personnalités très fortes. Je dirais que sur la question de la place, peut-être, alors je vais y arriver. Les femmes Peul Wodabé partent souvent seules, entre femmes, ce qui serait totalement inenvisageable dans une communauté, par exemple Touareg, qui sont dans le village d'à côté. Les femmes sont assez peu visibles, elles restent à la maison quoi qu'il arrive, et ce serait très humiliant pour un Touareg traditionnaliste, de faire travailler sa femme, d'avoir une femme qui travaille, dans un contexte vraiment traditionnel. Moi, ça m'intéressait plus de travailler avec des femmes, parce que d'abord, c'est ce que j'ai connu en fait. J'ai été élevée dans une famille dans laquelle les femmes ont toujours été libres, quoi. Enfin, quand même, je ne dis pas qu'il n'y avait pas de l'aliénation, je suis fatiguée, mais j'ai toujours vu des femmes qui travaillaient, qui faisaient des études quand elles en avaient la possibilité, qui divorçaient pour certaines. Enfin, voilà, c'est là-dedans que j'ai été élevée, donc ça fait partie de mon imaginaire familial. J'aurais eu du mal à appréhender la réalité d'une communauté dans laquelle les femmes sont muselées et assez, limite cloîtrées, quoi. Ensuite, je dirais que par rapport à cette question des guerwols, des fêtes traditionnelles au cours desquelles les femmes, pour certaines, à certains âges, peuvent choisir pas forcément un mari, mais aussi un amant. Ça, c'est quelque chose qui est très décrié dans un contexte musulman généralisé, et c'est une des choses qui fait que les Wodabé sont vraiment regardés de haut. Ils sont assez méprisés justement à cause de ces pratiques-là.
une femme mariée peut... Mais c'est très codifié, parce que alors je ne suis pas sociologue, enfin je l'ai dit hier soir, ni ethnologue. J'ai eu quand même de nombreuses discussions là-dessus avec les femmes. Et ce qui en est ressorti, c'est qu'en fait, sont des données qui sont un peu plus complexes que ça et qui sont codifiées à tel point que, en tout cas dans le temps qui m'était imparti pour le tournage, j'avais pas le temps de complètement appréhender. Ce que j'ai pu voir également, c'est des mariages forcés également. Une condition féminine qui est dure du point de vue de la condition de la mère. Les femmes modabées, lorsqu'elles peuvent divorcer, c'est difficile, c'est pas très bien vu, mais elles peuvent le faire. Et lorsqu'elles le font, elles sont sommées de laisser leur progéniture au village du père et de partir. Et c'est du coup une façon quand même de cadenasser la place des femmes. Donc oui, il y a des espaces de liberté, il y a des personnalités, comme on a pu voir dans le film, qui sont très fortes, très solaires, des femmes qui ont quand même, pardon, mais des grandes gueules. Et c'est assez beau à voir d'ailleurs. Et en même temps, c'est une société qui reste patriarcale. Et qui parfois se sert du matriarcat pour consolider le patriarcat. Je ne parle pas que des Peuls, je parle de l'Afrique de l'Ouest s'il fallait faire un portrait général. Oui, et par rapport à la religion, j'ai peu vu les Peuls, et ça leur plairait peut-être pas que je le dise, mais je les ai peu vus prier, quasiment pas, jusqu'au moment où j'en ai vu certains prier avec la garde, les militaires, les 15 militaires qui étaient avec nous, priaient collectivement. Puis petit à petit, j'ai vu quelques personnes y aller, mais il n'était pas question de filmer les militaires. Et c'était toujours en fin de journée quand j'avais fini de travailler. Et du coup, je n'ai pas forcé. Voilà, je les ai franchement très très peu vus prier. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas croyants, loin de là, mais ils sont moins assidus à la prière que d'autres communautés. Peut-être, point d'interrogation. Je veux pas de problème, moi. J'en ai assez comme ça. Oui, une question là. Bonjour, merci pour ce petit moment qu'on a passé ensemble. Je voulais juste revenir sur le même film que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais sur cette question environnementale qu'on a peu abordée finalement. Sans refaire une histoire des rapports sociaux à l'environnement, mais quand même, il y a quelques jalons qui, depuis la première révolution industrielle en Angleterre, qui a posé la question de la place des animaux, des bœufs, des chevaux, qui a d'ailleurs généré les premières associations de protection des animaux en Angleterre à ce moment-là. Le Troisième Reich, a poursuivi la chose dans des lois de protection assez fortes de l'animal par rapport à l'homme. Et les années 60 ont été marquées par la création des parcs nationaux, notamment. Donc on a toute une histoire en fait du rapport à l'environnement qui n'est pas franchement une histoire sociale. Et qui a créé des tensions assez fortes, notamment dans certaines acceptions très bourgeoises du rapport à l'environnement. Les années 70 ont un peu changé tout ça, avec les premiers gros mouvements antinucléaires, aussi féministes, le Club de Rome et tout ça. Et aujourd'hui, on est dans une question, c'est le début finalement des problématiques de transition. Et moi, ma question était de savoir si, finalement, la question environnementale aujourd'hui joue pas pour vous le rôle d'un allié dans un regard et donc une parole envers un certain nombre de populations qui sont au premier rang de ces questions de changement climatique et de dérèglement. Donc avec là finalement une rencontre de deux grandes sphères qui n'étaient pas forcément évidentes au départ et qui le deviennent un peu plus, et pas que dans ces contextes-là, mais où la question sociale et la question environnementale se rencontrent alors qu'elles étaient en fait historiquement très déliées, quoi. Alors, moi, je ne peux pas faire de grandes considérations là-dessus parce que je n'ai pas une connaissance assez fine de tous les sujets que vous venez de déployer en peu de mots. Je dirais que la question environnementale, finalement, et ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai accepté ce film, c'était invité dans les liens familiaux et dans la perception que j'avais de mes terres d'origine avant ma naissance. Des êtres au sein de ma famille, mon père ou d'autres, ont essayé de se saisir à bras-le-corps de cette question-là, notamment de la question de l'accès à l'eau, à travers des initiatives
privées, personnelles, ou alors à travers des prises de parole publiques. Pour autant, ça ne s'était jamais organisé dans mon esprit comme étant quelque chose de l'ordre d'un héritage au contour très, très défini. Et du coup, j'y suis allée vraiment avec cette chose-là dont je parlais au tout début, qui est une sorte de lâcher-prise qui laisse revenir à la fois des souvenirs, une mémoire, et qui a été l'occasion de certaines discussions. Mais il y a comme des trous, en fait. C'est comme des récits à trous. Et ce dont vous parlez me taraude, mais je sens bien que je suis à l'aube de ça, et que dans les gens qui m'entourent, que ce soit les cinéastes ou que ce soit les membres de ma famille, des amis, etc., on est encore vraiment au balbutiement d'une chose qui devrait, je crois, être prise à bras-le-corps, parce que les correspondances entre les sujets sont évidentes, et parce qu'au sein d'une diaspora africaine qui parfois se demande comment elle peut organiser les choses pour participer à l'amélioration de conditions de vie, notamment sur le continent africain, mais pas que. Il y a des combats qu'on mène aussi ici. La question de savoir quelle est notre place passe par une meilleure connaissance de nos héritages et de nos potentiels. Et moi, je suis vraiment, comme vous pouvez le constater, pas la bonne personne pour vous répondre. Et cette question sociale, environnement, se pose de façon très nouvelle aussi dans la question coloniale. Enfin, il y a le bouquin de Malcolm Ferdinand qui s'appelle « Une écologie décoloniale », qui est tout à fait... Mais tout ça est assez nouveau comme pensée, en fait. Autre intervention. Si vous avez des conseils de lecture ou autres, je suis preneuse. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Prof de français, vous en avez parlé au début. Je voulais vous dire que j'ai vu une évolution, moi, depuis 27 ans que j'enseigne, quant à la perception de la place des femmes. Alors, je vais parler, moi, féminisme. Je suis peut-être moins légitime pour parler des femmes racisées, mais j'ai des élèves, bien sûr, de toutes les couleurs dans mes classes, donc ça m'importe profondément. Et même si c'est très timide encore, je vois quand même une évolution qui me rend optimiste. Je ne suis pas toujours optimiste, mais là, c'est le cas. Dans le regard, peut-être au moins des filles, dans les classes que j'ai. Donc, je suis prof apte dans ce petit trou du fin fond du pays, loin de Paris, où les perspectives parfois pour les élèves sont peut-être plus évidentes parce qu'on les a sous la main. Et j'ai des élèves, donc filles en particulier, mais bien sûr je m'intéresse aussi à mes élèves garçons, dont je sens qu'elles sont prêtes à prendre davantage leur place. Et je pense qu'effectivement la visibilité plus grande qui existe désormais, alors plutôt sur les réseaux sociaux, parce que les élèves sont bien sûr davantage sur les réseaux qu'à regarder la télé, n'en parlons pas. Le cinéma, ça les intéresse, mais... Et je pense que le fait qu'effectivement il y ait de plus en plus d'acteurs, par exemple, vous parliez d'acteurs de stand-up et autres qui sont noirs et noireux d'ailleurs, ou maghrébins ou arabes. Bon, je pense que ça les aide à s'imaginer dans un espace public davantage que les premiers élèves que j'ai eus. Et quant à l'aspect écriture, puisque je fais travailler l'écrit bien sûr à mes élèves, il y a une évolution extrêmement modeste, mais c'est en train de venir aussi. Au début de ma carrière, lorsque les élèves écrivaient des rédactions, une grande majorité de filles, lorsqu'elles devaient faire parler, lorsqu'elles devaient utiliser un narrateur, choisissaient un homme, un garçon. Que ce soit la première personne ou la troisième personne. Ça leur était extrêmement difficile de penser que le héros d'une histoire pouvait être une héroïne. Et j'ai beaucoup lutté contre ça. J'ai souvent dit à des filles, mais tu as choisi un garçon comme narrateur, pourquoi ? Et ça vient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les rédactions, de plus en plus de filles assument d'être des filles. Et donc, à la fois pour le féminisme et pour la représentation de la diversité sur les écrans, je trouve que ça va mieux. Mais le combat est encore même loin d'être gagné, bien sûr. Donc je vous remercie, vous et toutes ces femmes et d'autres,
voilà, de lutter pour qu'on puisse un jour voir une directrice d'une chaîne de télé, de quelle couleur qu'elle soit, ou des instances dirigeantes qui soient vraiment représentatives de toute la société française, puisque dans la rue, on croise des gens de toutes les couleurs, et c'est une très bonne chose. Voilà. Et voilà, j'avais envie juste de vous dire qu'il faut vraiment continuer le combat, parce que ça, c'est pas encore gagné, mais qu'il y a des choses qui sont en train d'arriver. Donc merci. Merci à vous, merci beaucoup. Merci. Oui, bien sûr. Oui, merci. Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est que d'un côté, effectivement, on a l'impression que maintenant qu'Omar Sy interprète Arsène Lupin au cinéma, il y a des choses qui avancent. C'est un peu l'image voilà, que ça donne. D'un autre côté, on parlait tout à l'heure du racisme structurel en France. On pourra en débattre, je pense, beaucoup par rapport à ce dont vous parliez de la France avec son passé glorieux, révolutionnaire et droit de l'homiste, etc., qui pour moi n'est aussi de plus en plus qu'un écran de fumée auquel on veut bien croire, surtout quand on est français, ça donne toujours un peu de satisfaction. Mais pour moi, tant qu'on va laisser mourir des gens en mer ou dans les déserts, et tant que la vie d'un blanc sera plus importante que celle de 1000, 10 000 noirs, je pense que le combat, il est loin d'être gagné. J'ai regardé ce matin ce très beau film de Rosine Bakam sur le témoignage de cette femme camerounaise qui est arrivée finalement en Belgique, et des témoignages comme ça, j'en ai eu beaucoup, j'en ai rencontré beaucoup de femmes comme ça. Les prières de Delphine. Ouais. Les prières de Delphine, pardon. Et donc je pense que oui, le combat il est loin d'être gagné, et qu'il y a besoin même, je pense, de postures assez radicales aujourd'hui, avec un Zemmour qui apparaît. C'est pas, enfin bon, c'est hallucinant quoi. Je pense qu'il y a besoin d'une certaine radicalisation. Le mot est difficile à employer aujourd'hui, mais parce qu'il est très connoté. Il est très connoté, mais je veux bien quand même l'utiliser pour défendre les vies de tous et de toutes sur cette planète, et que nous, je pense, nous les Français, on a besoin de s'étudier beaucoup et de trouver des outils, comme vous le disiez tout à l'heure, pour nous analyser aussi dans nos comportements, nos regards, etc., sans culpabiliser. Ce n'est pas la question d'infliger des culpabilités à tout le monde ou des victimisations à d'autres, mais je pense de se doter d'outils d'analyse pour créer des vrais terrains de combat, parce que c'est quand même fou ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, je voulais le dire. Et merci, en tout cas, merci. Ça fait 2 jours que je vous suis, vos films et vous. Bien. Non, mais aujourd'hui, en vous écoutant, j'avais envie de vous parler d'Anne Sylvestre, de Dorothée Ducy, des tabous qu'on se traîne dans cette société, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais merci d'être qui vous êtes, et merci de prendre la parole. Merci. Parce que c'est super, quoi. Merci beaucoup. Merci. Ça va peut-être être le mot de la fin. Oui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Et merci Aïssa, pour l'invitation. Merci beaucoup. On se retrouve ce soir à 21h pour marcher sur l'eau, que vous ne pouvez plus rater.